Et les tables rondes, on en a 4 cet après-midi. On en a bousculé un petit peu l'ordre parce qu'il y a des retardataires. Donc, on va commencer en fait sur la plus excitante, parce que c'est celle que j'anime, qui est sur l'interaction vocale. Donc, on va vous faire un petit décryptage et je vous ai mis une belle brochette là, d'experts sur le sujet et de passionnés. Donc, on se donne à peu près, je crois qu'on a quoi, 20 minutes normalement. 30. Bon, alors on va dire 20 minutes de débat et 10 minutes, peut-être 5 minutes, ça dépend si on déborde beaucoup sur les questions et réponses de nos interlocuteurs. Donc avant de commencer, en fait, on va faire une petite présentation de chacun. Comme ça, vous verrez un petit peu qui est qui et quels sont les sujets. Il n'y a pas de technicien, donc j'ai pas de lumière. Et du coup, on n'a peut-être même pas de captation. Ok. Donc autour de la table, nous avons notre célèbre David d'EDF. Nous avons Laurent de Gigaconcept. Nous avons Geoffrey de Vivoca et Philippe ici. Donc je vais d'abord commencer à passer la parole à David. Donc si tu veux juste te présenter, donner un petit peu ta vision un petit peu de ce qu'est l'interactivité vocale. Oui, alors pour moi l'interactivité vocale est un élément important, je dirais, de l'interaction naturelle. On a beaucoup parlé d'interaction graphique, de GUI. Maintenant, il y a une nouvelle mode, c'est le No GUI, No Graphical User Interface. Donc, c'est la partie écran graphique. Rappelez-vous, l'iPhone, c'est surtout ça. C'est surtout des interfaces graphiques. Bon. Je vous ai dit que Amazon Echo a lancé une nouvelle étape, a amorcé une nouvelle étape dans l'histoire de l'interaction. Et cette étape, c'est l'étape de l'interaction vocale. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que interagir de manière vocale avec des machines, ça fait depuis longtemps qu'on le fait, depuis très très longtemps. Bon. Mais il y avait eu des freins, je pense qu'on va en parler. Il y avait eu énormément de freins, à la fois technologiques et humains. Donc, oui, l'interaction vocale est importante. Oui, l'interaction vocale est importante dans la maison intelligente parce que c'est un moyen simple de commander des objets. Voilà. J'en dirai pas plus. Je pense que le débat permettra d'éclairer les choses. On va passer maintenant la parole à Geoffrey. Donc, en 2 mots, si tu peux juste remettre en perspective ce que fait Vivoca et notamment la fameuse box domotique Zach et nous dire un petit peu aussi ta vision des choses sur un petit peu l'angle que vous avez adopté notamment avec ce fameux avatar et pourquoi en fait vous avez eu cette idée-là puisque la commande vocale, comme David le disait, ça existe depuis longtemps, on l'a dans nos voitures. Finalement, est-ce que c'est excitant de parler à des objets un peu inertes parce que au début, on découvre un petit peu le côté gadget, et puis finalement, à force, on l'utilise plus parce que parler à un allume-cigare, par exemple, c'est pas toujours super excitant. Déjà, je me présente, je m'appelle Geoffrey Ekman, cofondateur de Vivoca, et également de notre produit Zach. Donc effectivement, Zach, c'est une box domotique qui permet de contrôler en fait tous ces objets connectés à la voix. Et on a une particularité, c'est qu'en fait, sur notre box domotique, en fait, on affiche un hologramme. Donc un hologramme d'un raton laveur majordome qui en fait permet d'ajouter, en fait, d'enlever une certaine barrière. Donc on a vu ça en fait avec les systèmes par exemple comme Siri et Google ou OK Google, et on s'est dit tout le monde a potentiellement accès à ces technologies-là, quasiment tout le monde a un smartphone, et pourtant il n'y a pas grand monde qui les utilise au quotidien. Donc on s'est demandé pourquoi. On est arrivé à la conclusion en fait, sur une hypothèse, c'est peut-être qu'il manque en fait une personnalité, ou le fait de parler à un objet inerte, c'est peut-être ce qui bloque un petit peu les utilisateurs à parler justement à quelque chose. Par exemple,
je pense que vous avez tous eu l'occasion de parler à un animal, à un chien, sans que forcément qu'il ait une compréhension de ce que vous étiez en train de lui dire. Et alors que sur un téléphone inerte ou même si vous voyez un Amazon Echo sur la table et que vous ne savez pas ce que c'est, vous n'aurez peut-être pas naturellement envie de lui parler. Donc nous, on est parti de ce principe-là. Et on a réalisé un hologramme du coup pour une fois qu'on voit ce petit animal, donc c'est sous forme d'un animal un petit peu attachant pour qu'on ait envie de lui parler. On a envie de lui parler et lui demander en fait des ordres directement dans sa maison. Donc on a opté pour ça justement pour un petit peu enlever ces barrières psychologiques qu'on aurait face à la reconnaissance vocale, pour justement aider les gens à rendre la conversation naturelle avec une box domotique, pour au final ne plus voir une box domotique mais voir vraiment un réel assistant dans sa maison qui aide à contrôler sa maison à la voix. Qui aide à contrôler sa maison à la voix. Alors, est-ce que tu es un fan de Iron Man ? Si tu vois ce que je veux dire. Exactement, c'est notre principale inspiration au tout début du projet. Quand on a vu Jarvis, forcément l'intelligence artificielle d'Iron Man qui fait réellement tout dans la maison de Stark. Et on s'est dit, il y a une intelligence artificielle, donc une reconnaissance vocale, ça on a les compétences pour le faire, ça existe déjà. Un contrôle domotique, ça existe aussi également. Mais on n'avait pas à l'époque ce lien en fait, entre les deux, entre reconnaissance vocale, une domotique, vraiment un lien entre les deux qui soit vraiment fluide, et on a vraiment envie de parler à quelqu'un, à quelque chose, sans que ce soit bizarre. Et on est parti de ce constat-là pour justement démarrer Zach. Ok, merci. On va passer la parole à ton voisin, donc, qui est Philippe. Tu as une lourde expérience sur le sujet. Ce qui nous intéresse, c'est de donner un petit peu ton point de vue sur quels sont les acteurs majeurs, et puis dire aussi que on a aussi des acteurs français qui tirent aussi leur épingle du jeu, qui sont pas les derniers nés. Donc il y a eu pas mal de choses. Je pensais notamment à Sarah, par exemple. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots là-dessus ? Bonjour à tous. Alors effectivement, je m'appelle Jean-Philippe Ancos. En 2012, je me suis amusé à développer un petit projet personnel, un framework pour connecter la maison. Partant du principe qu'en 2012, c'était l'explosion de l'Internet des objets, l'arrivée de la domotique, toujours présente, et pas de standard. Donc il fallait faire une plateforme pour essayer de parler avec tous ces objets-là. Et pourquoi pas interagir avec la voix. Il s'avère qu'à cette époque-là, en même temps, il y avait le Kinect, qui était un microphone capable de vous écouter à 10 mètres de distance, pour un coût vraiment dérisoire. Ce qui faisait qu'on avait la combinaison de deux choses qui permettaient d'avoir un assistant, donc qui s'appelait Sarah, pour pouvoir interagir à la voix, avoir des réponses, et donc créer des nouveaux usages. Tu parlais justement des native user interface. On a la voix, on a une caméra, donc on a tous les éléments pour avoir un être de maison qui va réagir. Et le choix de Sarah est tiré d'une série télé qui s'appelle Eureka, qui est un bunker connecté, où les gens vont interagir. Et en fait, Sarah est un personnage de la série, au même titre que les acteurs. Et donc, c'est derrière ça que Sarah est devenue un faire-valoir pour expérimenter plein de choses, des hologrammes, des animatroniques, pour justement personnifier, voir ce qui marche pas, et se connecter à un maximum d'objets. 4 ans plus tard, ça reste toujours un petit projet open source. Il y a 5000 personnes inscrites sur un groupe Google+, qui expérimentent, qui jouent, qui ont un profil plutôt geek pour voir ce qu'on peut faire. Et en parallèle, j'ai rejoint le groupe Viséo, qui travaille sur tout ce qui est assistant personnel, au sens le cerveau des bots. Et l'objectif maintenant, c'est de mélanger, toujours en open source, d'un côté les assistants personnels qui vont parler pour des marques ou pour des utilisateurs, avec l'Internet des objets et ce que faisait Sarah déjà historiquement. Et partir sur de la voix, sur de l'image et sur plein d'autres choses. Et quels sont les acteurs que tu vois aujourd'hui, les acteurs majeurs justement sur ce domaine-là ? Alors sur le domaine de la voix, très clairement c'est les GAFA. On a Microsoft avec Cognitive Services qui propose plein de services en ligne pour faire de l'interaction vocale. Alors Sarah, historiquement, c'est basé sur des technologies Windows, donc en local. C'est un sujet qu'on débattra peut-être, local versus en SaaS. Microsoft aussi très présent, qui a sorti récemment Google Home, et donc pareil de l'interface vocale. Et puis bien évidemment Amazon qui était présent dans tout le CES avec Alexa, qui aussi c'est de l'interaction vocale avec cette espèce de totem avec lequel on va parler et avec lequel on va réagir. Et on a aussi des acteurs français comme Nuance, avec lequel on a travaillé chez Viséo, enfin pas français mais moins GAFA on va dire, qui propose depuis très longtemps aussi plein de solutions.
On va passer la parole maintenant à Laurent. Et toi, j'aimerais que tu nous exposes un petit peu ta vision des choses, alors peut-être plus sur l'expérience utilisateur. Comment tu vois la commande vocale? Est-ce que maintenant, tous les jours, dans les projets domotiques qu'on va déployer, on n'appuiera plus sur un bouton, on dira allume-toi, ferme-toi, ou même être un peu plus vulgaire si on veut. Ferme-la, voilà. Comment tu vois les choses? Est-ce que c'est comme ça que les choses vont se développer? Est-ce que c'est une demande des utilisateurs? Alors effectivement, chez Gigaconcept, on fait beaucoup de développement de nouveaux produits, de nouvelles solutions. Et donc on a énormément de grands groupes qui nous demandent des choses et on voit un peu ce qui va se passer demain. Et ce qu'on voit clairement, c'est que la synthèse vocale, en tout cas la commande vocale bidirectionnelle, je pose une question, on me répond, il y a de la demande, mais il y a aussi de la demande toute simple, monodirectionnelle, c'est-à-dire j'ai un problème. Alors j'ai un problème, qu'est-ce que je fais avec le mot j'ai un problème ou j'ai mal au bras? Avec Jean-Philippe, on s'est amusé à poser des questions et donc on crée nous-mêmes les réponses. Et donc en disant ça, on dit un truc très simple, c'est que c'est bien Alexa, toutes ces belles sociétés là, qui vont nous faire des beaux modules de synthèse vocale. Il y a une grosse différence entre le module de synthèse vocale qu'on va pouvoir acheter chez Darty et le module de synthèse vocale qui va être dédié à notre marché. Notre marché, c'est celui où on va intégrer des choses chez les clients spécifiquement en fonction de la personne que nous avons en face. Et c'est là où on rentre en jeu. Alors, moi en tant que fabricant et vous en tant qu'intégrateur, domoticien, c'est que en face de vous, vous pouvez avoir, je sais pas moi, des enfants, vous pouvez avoir des personnes âgées, des personnes qui sont lourdement handicapées. Et en fonction de chaque personne, vous allez devoir fabriquer l'interaction vocale qu'il va y avoir entre la personne qui ne peut pas forcément se déplacer et génial, l'idée de l'avatar. Alors là, moi je milite pour ça, je ne sais pas trop encore comment le faire, mais peut-être qu'on va trouver une solution d'avoir quelque chose dans ce salon qui va rappeler à la personne âgée qu'elle n'est pas seule. On revenait hier sur tout ce qui était aide à domicile. On avait un intervenant hier sur l'aide à domicile. Ça va exactement dans ce sens-là. Il faut absolument qu'on garde les personnes chez elles parce qu'elles se sentent bien, elles sont dans un environnement qu'elles connaissent, mais il faut leur apporter de la sécurité. Et après, on débattra sur la sécurité, parce qu'on a trouvé une idée tout à l'heure. Alors, sur la sécurité, je vais passer le flambeau à David. J'étais un petit peu un pavé dans la mare, puisque on va se faire un petit peu peur maintenant. Avec la commande vocale, finalement, c'est comme si vous aviez un micro qui est ouvert en permanence chez vous. Donc, est-ce que je ne vais pas me faire écouter, puisque, grosso modo, de ce que je comprends, c'est que on a deux modes de fonctionnement. On a le mode de fonctionnement cloud. Tu vas expliquer un petit peu comment ça fonctionne et les possibilités que ça mène, ou alors pourquoi pas en local. Mais le cloud, ça fait toujours un petit peu peur, parce que là, du coup, c'est un micro qui est ouvert en permanence. En plus, on ne le voit pas, c'est pas comme une caméra, donc il est quasiment invisible. Et là, pour le coup, on va pouvoir écouter tout ce qui se passe chez soi. Alors oui, tu as raison. Et il y a un cas qui vient nous le rappeler. C'est une affaire qui se passe dans l'Arkansas. J'ai vérifié. Et c'est une affaire judiciaire. C'est quelqu'un qui est accusé de meurtre et qui possède un Amazon Echo. Donc la justice américaine a demandé à Amazon de lui livrer les enregistrements sonores d'Alexa. Amazon a dit non, un peu comme Apple, rappelez-vous l'histoire de San Bernardino. Mais ce fichier existe. Donc la question qu'on se pose, c'est tout ce que l'on dit sera-t-il retenu contre moi ? Donc ce matin, j'ai entendu la personne Darty parler de vie privée, d'importance pour les Français, justement, de l'importance que les Français accordent à leur vie privée. Je pense que ça milite pas dans ce sens. Mais d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle les coûts-bénéfices, c'est-à-dire que on parle beaucoup sur Facebook, on s'exprime beaucoup sur Facebook, surtout en été. Et on a vu que les voleurs, ils savent lire aussi, les murs Facebook. Donc, beaucoup de gens ne sont pas encore conscients, à mon avis, des problèmes
qui sont liées à l'usage massif de ces technologies, hein, et surtout ces technologies dans le cloud. Hein, voilà. Donc je pense que pour l'instant, tout est beau, hein, on découvre, mais on va découvrir aussi, à un moment donné, l'envers du décor. Tout à fait. Et donc, ce que tu disais, c'est que le cloud, finalement, permet d'avoir une interactivité beaucoup plus riche, puisque en fait, finalement, c'est du computing qui est complètement réparti sur plein de machines. On a la possibilité, alors peut-être que Jean-Philippe peut répondre là-dessus, on a la possibilité de le faire en local, mais du coup, on va perdre un petit peu, je pense, en interactivité. Comment tu vois les choses? Comment on peut... C'est quoi le débat entre cloud versus local? Alors, effectivement, il y a exactement ce que tu dis, c'est un coût-bénéfice. En 2012, les gens étaient vraiment réfractaires à ça, c'était Big Brother is watching you. Et puis la techno n'était pas mûre, très clairement. Sarah, c'est de la commande vocale. Donc c'est Sarah allume les lumières de la maison, Sarah fait ci, Sarah fait ça. Et donc c'est borné, c'est rapide, c'est réactif, c'est en local. Même à l'époque, il y avait une personne de la communauté qui était camionneur et qui emmenait Sarah sur les routes. Et sa femme était jalouse qu'il parte avec Sarah sur les routes. Donc c'est le côté interaction. Et puis arrivent toutes les technologies de deep learning, où là on est capable de faire d'une part du speech to text. Donc j'ai une phrase, je la transforme en une chaîne de caractères. Et donc la manière dont les personnes parlent sont rattrapées. Et puis il y a l'analyse du langage naturel qui permet aussi de comprendre l'intention de la personne, l'intention d'allumer une lampe. Et du coup ça permet d'avoir une fluidité d'expérience beaucoup plus forte, parce que dire ah bah tiens il fait sombre dans la pièce, ou allume les lumières s'il te plaît, ou ce genre de phrase, et ben ça passe et ça marche. Et donc c'est beaucoup plus naturel et donc beaucoup plus mass market. Voilà. Mais par contre c'est en ligne. Ah, voilà, bon, on vous a donné un petit tour d'horizon parce que là on est pressé un petit peu par le temps. Ce que je vous propose, c'est de passer un peu aux questions-réponses, puisque je pense que c'est un sujet qui vous interpelle un petit peu. Donc est-ce qu'il y a des premières questions? Alors. Merci. Je voudrais savoir, oui, quels sont les... Thomas Bladier, EDF R&D, en charge des activités Smart Home et Smart Building. Je voudrais savoir, notamment pour Philippe, sur Viséo, de l'expérience que vous l'avez un peu dit là tout de suite, mais si je suis uniquement en local, est-ce que j'ai aujourd'hui et est-ce que j'ai durablement une limitation significative des fonctionnalités par rapport à ce que je peux faire si je suis dans le cloud? Si je suis dans le cloud, il y a plus de puissance de calcul, etc. Donc j'imagine que les fonctionnalités sont meilleures, mais est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est durable? Ou est-ce qu'on pourrait avoir des solutions locales qui soient tout aussi performantes? En fait, les solutions locales sont performantes à partir du moment où on adapte le discours. Là, comme c'est un petit framework, les gens vont faire le phrasé qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, ils vont adapter les phrases. Et donc, naturellement, quand ils vont les dire, ça va passer. Mais ça impose pour chaque personne de mettre son phrasé. À partir du moment où vous êtes dans du cloud, donc il y a plus de souplesse. Et donc, vous pouvez fournir une solution transverse à tout le monde. Et les gens, naturellement, ça va marcher. C'est l'approche d'Alexa où on va coder une fonctionnalité. On va dire, voilà la phrase qui va correspondre. Et ça va marcher pour tout le monde, ou presque. Alors que dans Sarah, il y a des gens qui vont dire d'une certaine manière, des gens qui vont dire d'une autre manière, et donc il faut toujours adapter. Donc c'est vraiment une question d'ergonomie. Et très clairement, sur la prochaine version de Sarah, je vais essayer de progressivement migrer vers le cloud pour justement avoir cette force. Oui, bonjour, Alexandre Tichy de Société Sidal France. Quel est à peu près le temps moyen d'apprentissage et d'adaptation sur une nouvelle voie entrante dans un site, et quelle est la courbe d'apprentissage? Le temps d'apprentissage d'une voix, c'est-à-dire... est-ce que vous pouvez préciser la question? Chaque personne a un accent spécifique, une diphtongue spécifique, D'accord. Une manière de s'exprimer. Alors, il n'y a pas de temps d'apprentissage global. Alors, il y a deux choses. Naturellement, ça marche. On le voit d'ailleurs avec Siri, etc. Pardon, Siri marche pas. Hein. Enfin, oui, je sais pas. Oui, ça marche. Je suis désolé. Non, mais je comprends. En fait, on a un matching des syllabes qui vont permettre de comprendre les phrases, en tout cas sur les technologies comme Microsoft, et de plus en plus sur les technologies en ligne. Ça, c'est une première chose. Et après, ça peut s'affiner en fournissant un modèle acoustique. Si par exemple, vous savez que vous êtes dans un environnement particulier, vous pouvez adapter pour qu'il apprenne et qu'il comprenne encore mieux.
Mais de base, on n'a pas besoin de faire un apprentissage. C'est censé marcher dans la plupart des cas, sauf pour Kinect, où on a eu des problèmes. Typiquement, les gens me disaient mes enfants ne sont pas compris, parce que c'est une voix aiguë et ça passait pas sur le micro. Il y avait une question ici, là, par ici, non? Je veux rebondir. Oui. Alors, dans le cas de la Smart Home, il ne faut pas oublier que ce qui nous intéresse comme voix, c'est les voix des gens de la famille, la plupart du temps. Parce que, justement, on ne veut pas que d'autres voix aient accès au système. Donc, le problème de sécurité va se poser, hein, clairement. Bon, maintenant, pour la compréhension du langage, enfin, pour la oui, mais je parle d'un apprentissage sur un nombre de personnes donné, pas l'ensemble. Alexa s'adresse à tout le monde. N'importe qui peut activer Alexa. Votre télévision peut activer Alexa. Hein, il faut le savoir. Hein. Donc c'est pas, on ne parle pas de la même chose. Hein. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la reconnaissance vocale a atteint un niveau de maturité jamais atteint. On est à parité au niveau. C'est-à-dire qu'un système de roco-vocal de chez Microsoft est capable d'être aussi bon, même plus qu'un humain. Ça, il faut le savoir. Ce sont des résultats récents, hein, qu'on a eus dès l'année dernière. C'est ça qui fait que la roco-vocale, maintenant, entre dans le marché. C'est que maintenant, on est arrivé à des performances remarquables. On arrive même dans la voiture à lire les lèvres. 95% de reconnaissance. Vous m'entendez ? Avec la combinaison, je dirais, tu vas parler de la caméra. Voilà, ça s'appelle LeapNet. Au CES, NVIDIA a montré que c'était possible. Donc, le scénario HAL 9000, je ne sais pas si vous avez vu 2000 ans au lycée de l'espace, c'est possible. Voilà. Donc, vous voyez que la technologie est là. Maintenant, il y a les usages. Est-ce qu'on va prendre une dernière question volontaire? Non? Moi j'en avais une, c'était, parce qu'on ne l'a pas tout à fait abordé, sur Alexa et au niveau de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'Alexa aujourd'hui est vraiment capable de contextualiser une discussion? Qui veut répondre à ça? Laurent peut-être, en termes d'usage. Ben, je pense que David va répondre, parce qu'il a utilisé Alexa, moi un peu moins. Le problème d'Alexa, c'est qu'il ne me connaît pas. En fait, Alexa répond à des questions. Vous pouvez lui demander qui a joué dans tel film, hein, qui est Barack Obama. Il aura un savoir encyclopédique. Mais par contre, il ne connaîtra pas les membres de la famille, il ne connaîtra pas mon contexte. Et donc, Alexa sera complètement... Je devrais reposer encore et encore les mêmes questions. Si je pose la question qui est Barack Obama, il me donne une réponse. Il dit et à propos qui est sa femme? Et là j'aurai un blanc. Là il pourra le faire. Là il pourra le faire. Là il pourra le faire. Parce qu'il y aura un graphe sémantique quelque part. D'accord. Hein. Mais par contre, dès qu'on parlera de moi, de ma famille, qui est ma femme, etc. Là il ira. Alors là, il sera coincé. Hein. Sauf si on lui apprend. Tout à fait. On est d'accord. On est d'accord. Mais on ne parle pas de résoudre tous les problèmes. On parle de compagnons. Il faut raisonner en termes de compagnons. Mais pas plus. On ne singe pas un être humain. Juste pour donner 2-3 exemples, à quel point ça touche l'humain. J'ai des parents qui me disent que leurs enfants parlent avec Sarah pendant des heures dans leur chambre, alors que techniquement, en fait, elle n'est pas là. Donc ça les touche, mais c'est comme les enfants qui touchent les écrans de télé pensant qu'ils sont tactiles. J'ai des personnes aussi qui m'ont dit, une fois qu'ils sont réveillés chez leurs beaux-parents, ils ont fait Sarah, allume les lumières. Ah mince, on est chez nos beaux-parents, donc elle n'est pas là. Donc il y a une habitude qui s'ancre naturelle, qui est clairement pas dans le test de Turing, mais qui fluidifie tellement bien l'expérience que ça devient aussi naturel que du tactile. Et les gens s'habituent très très vite. Voilà, on va conclure, on va terminer donc cette table ronde. Donc j'espère que ça vous a donné un bon décryptage ou un premier décryptage en une petite demi-heure sur ce qu'est l'interaction vocale. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. On est là au moins jusqu'à 17h. Tu voulais rajouter quelque chose, Laurent ? Oui, juste pour finir, avec mon collègue ici là, qui s'occupe de
de Vivoca. Moi, je pense vraiment qu'avec ce que vient de dire David et Jean-Philippe, effectivement, les technologies sont là, la reco vocale, ça marche pas mal et tout ça. Bah, essayons de réfléchir à un modèle. Moi, je suis vraiment en phase avec ce que tu as fait et voir comment est-ce qu'on peut proposer quelque chose d'un peu auto-adaptable. Comme on disait avec David, bah, les membres de la famille, on les connaît pas, bah, très bien. Et bah, comment faire réfléchissons ensemble. Comment faire pour proposer une solution avec un hologramme sympa comme celui que tu as fait, mais qui reconnaît les membres de la famille et qui peut apporter une solution à des gens qui sont, on va dire, plus en détresse que nous. Moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de travailler. On commence à travailler avec Intel sur certains NUC un peu sympas qui ont suffisamment de puissance processeur pour faire de la synthèse vocale. On a fait des tests, ça marche assez bien. Bah, il nous manque l'aspect entre guillemets, pas animal, mais compagnon, voilà, compagnon, qui va lui identifier qui est la famille et les besoins de la famille. Alors la famille, ça peut être une personne seule, hein, ça peut être un couple de personnes âgées, ça peut être des personnes handicapées. Moi, je pense que les premiers qui ont besoin de ce genre d'application, ce sont ces gens-là. Et donc, le maintien à domicile, et d'où l'installation de capteurs, et d'où l'installation d'une solution vocale branchée sur les membres extérieurs de la famille, les oncles, les tantes, tous ceux qui sont à côté, qui peuvent intervenir en cas d'urgence. Mais la première notion pour moi, c'est je pose une question, j'ai une réponse qui me rassure. Et qui que je sois en position, on va dire, d'infériorité ou d'handicap ou de maintien à domicile, bah, grâce à ça, je pense qu'on se rapproche un peu, on rapproche un peu l'humanisation du maintien à domicile. Et je trouve que c'est une vraie belle solution. Évidemment, ça ne résout pas tous les problèmes de synthèse vocale du moment, on est bien d'accord. Il y a encore plein de progrès à faire. Mais déjà, si on identifie une centaine de phrases que la personne âgée connaît et qu'elle va prononcer, eh ben, moi, je vous dis que ça peut déjà grandement lui permettre de rester chez elle. Voilà. Donc, c'était le mot de la fin. Écoutez, je vous propose d'applaudir nos 4 intervenants. On va passer